Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en plein milieu des lois de Shabbat. On a déjà vu la semaine dernière. Et on est en train de parler sur les bougies, exactement. Alors, est-ce que tu te rappelles ce qu'on a vu la semaine dernière? Des lois très intéressantes. On avait vu d'abord sur quelle est la raison pourquoi on allume les bougies de Shabbat. Après, on a vu quoi d'autre? Avec quoi? Combien? Avec quoi? Combien de temps ça dure? Où est-ce qu'on les met? Où est-ce qu'on doit les mettre, exactement? Combien de temps ils doivent brûler? Quoi d'autre? Encore des points intéressants qu'on a vu la semaine dernière, avant de reprendre cette semaine. Qui allume? Sur qui est la mitzvah, exactement. Qui a le devoir d'allumer? Et on s'est arrêté, on a vu le long débat par rapport à l'allumage des filles, des petites filles, avec tous les décisionnaires séfarades comme Ashkenaz, par rapport au devoir d'allumer, même les filles. On a vu la différence que même après le Rav Ovadia, les filles ont le devoir d'allumer, peut-être sans bracha, mais les autres décisionnaires séfarades disent que les petites filles peuvent allumer avec bracha. Et donc, une fois qu'on a vu tous ces sujets, qu'on peut bien sûr revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Aujourd'hui, on va voir la suite, le deuxième volet qui est: est-ce que quand on a allumé les bougies, automatiquement, Shabbat est rentré? C'est le point numéro 1 qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que l'allumage des bougies Shabbat rentre ou pas? Et si oui, pour qui? Est-ce que c'est seulement pour les hommes, seulement pour les femmes? Est-ce que c'est pour toute la famille? En deux mots, Shabbat rentre tout court. On va voir aussi ce dossier lourd, qui est un dossier à débat, malheureusement pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la halakha. Est-ce qu'on doit faire la bracha avant ou après l'allumage, avec ces différences entre Ashkenaz et Séfarad? Et on verra qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui est invité, ou quelqu'un qui va à l'hôtel, des élèves qui sont à la yeshiva par exemple, ou des filles dans un internat, où on a l'habitude d'allumer les bougies de Shabbat. Tous ces dossiers, on va essayer de voir aujourd'hui. Si on a le temps, on va aussi toucher sur le dossier qui est Shnei Mikra Vechat Targum, une des choses qu'on a l'habitude de faire d'après le Shulchan Aruch le vendredi avant Shabbat, surtout pour les hommes. Suivons d'abord ce qu'on a vu la semaine dernière, si tu te rappelles. On avait parlé de cette sonnerie qu'il y a dans plusieurs endroits, dans certaines communautés juives. C'est quoi cette sonnerie? Cette sonnerie qui sonne, on a vu, c'est repris, les pompiers ils ont repris ça avec le premier mercredi du mois, pour demander à faire en sorte de rappeler à tout le monde, que quoi? Non, je vais comme ça juste. De rappeler à tout le monde que Shabbat arrive. D'accord? Et on a vu la différence à partir de quand on peut allumer. On a parlé de ça longuement dans le cours qu'on a pu voir hier après-midi, puisqu'on a parlé de tfilot. On a vu qu'est-ce que c'est Plag à Mincha, la demi-heure entre l'heure de Mincha Ktana, Mincha Gdola et Shkia. À partir de quand on ne peut pas allumer les bougies, surtout en été. On a expliqué les horaires halachiques. Tous ces détails, on peut revoir bien sûr sur les cours précédents. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant, comme j'ai dit, qui est... on a vu la dernière fois, je crois, on avait déjà parlé sur d'où est venue l'idée de la sonnette. On a expliqué que c'était au temps du temple. Je crois qu'on avait parlé de ça, je ne me rappelle plus si on avait vu pourquoi il y a cette sonnerie, pourquoi on fait ce bruit, cette alarme qui sonne à 3 reprises, on peut le répéter. C'est une takana, c'est quelque chose qui se passait dans toutes les communautés juives au temps du temple. La Mishnah Souka, chapitre 5, verset 5, Mishnah 5 nous dit que la veille des Shabbat, on avait l'habitude de sonner 6 trompettes. 3 pour demander aux gens d'arrêter de travailler, et 3 pour dire aux gens, pour séparer Ben Kodesh le Chol. Tu as la page? Et la Braïta en Almara Shabbat nous explique que dès qu'il y avait la première sonnerie, ceux qui étaient dans les champs, ils arrêtaient de labourer, ils arrêtaient de faire n'importe quel travail qu'il y avait dans les champs, mais les magasins étaient encore ouverts et les stores ils étaient encore ouverts. C'est-à-dire il y avait encore les étalages, on a parlé du Shuk, Machane Yehuda, Yerushalayim, etc. Dès qu'il y avait la deuxième sonnerie, c'était à ce moment-là demander, c'était pour rappeler à tout le monde de fermer les magasins et de tirer les stores, de tirer les grilles. Et il y avait encore les choses sur le four pour en train de cuire. Donc il y avait la troisième sonnerie, on avait le devoir d'enlever tout ce qui était sur le feu et automatiquement préparer en mode Shabbat et on allumait les bougies. Ça c'est ce qui se passait au temps du temple. Le Rambam nous dit que dans chaque pays on avait l'habitude de le faire comme chez nous dans le quartier du Rabbi Akronite, ainsi que dans beaucoup de villes en Israël, et dans beaucoup de quartiers religieux à Anvers. En Angleterre, il y a ce qu'on appelle ces signaux d'alarme qui retentissent dans toute la région, dans tout le quartier, pour faire savoir aux gens, 3 sonneries aussi que Shabbat approche. Ok, on a vu la semaine dernière, on avait vu qu'on ne peut pas allumer les bougies trop tôt. Bien sûr, on a vu qu'on ne peut pas dépasser le temps. On a vu qu'est-ce que ça veut dire trop tôt. D'après les Ashkenazim, minimum 1h15 avant la Shkia. Et pour les Sfaradim, tout celui qui s'appelle Sefarad de souche, pas plus d'une demi-heure. Donc ça complique encore beaucoup plus par rapport à ce qu'on avait vu dans les horaires halachiques. Est-ce qu'une fois qu'on a allumé les bougies de Shabbat, Shabbat est rentré? Grand débat. D'abord, il faut, avant de rentrer dans le débat, comprendre les bases halachiques, et c'est ce qu'on va voir cet après-midi.
L'allumage des bougies, c'est une des mitzvahs, si tu te rappelles, on a vu dans le premier cours, aujourd'hui on en tient déjà dans le quatrième cours, les cours précédents pour revoir sur l'application. L'allumage des bougies, c'est quoi? C'est une des mitzvahs qui est faite pour Oneg Shabbat, et qui est faite aussi surtout pour Kavod Shabbat. On a expliqué le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement besoin des bougies, puisqu'aujourd'hui on a quoi? On a l'électricité. Mais néanmoins, ça fait partie des préparations à Shabbat, comme on l'a expliqué dans le premier cours. Halachiquement parlant, l'allumage des bougies, c'est pas forcément celle qui fait rentrer Shabbat. Comme Kabbalat Shabbat. Qui veut dire, Kabbalat Shabbat, quand tu fais rentrer Shabbat, la prière de vendredi soir, à une heure plus tôt, même une fois que c'est déjà arrivé l'heure d'allumage des bougies, c'est deux choses totalement différentes. Il y a l'allumage des bougies qui fait partie de ce qu'on appelle respect du Shabbat, et il y a Kabbalat Shabbat, faire rentrer Shabbat. Est-ce que le fait que j'allume les bougies, automatiquement, ça fait rentrer Shabbat, ou bien non, c'est deux choses différentes. De l'autre côté, je peux te dire, le raisonnement inverse, c'est que ça paraît très bizarre d'allumer les bougies de Shabbat et continuer à faire ce que tu as envie comme si rien n'était. Regardons le texte. Il y a une différence, encore une fois, entre les Ashkénazes et Séfarades. Jamais d'accord. Jamais d'accord. Le peuple juif, on est toujours en débat. Chez les Séfarades, la Dakat Nerot, l'allumage des bougies, c'est pas elle qui fait rentrer Shabbat. Ils ne sont pas des plastiques, c'est pas caché, il n'y a pas de cache-roue dessus. Allumage des bougies, c'est pas ce qui fait rentrer Shabbat. Une femme séfarade a le droit de faire des mlachot, des travaux, qui auraient été interdits à faire pendant Shabbat, même une fois qu'elle a déjà allumé les bougies de Shabbat, à part si elle a décidé de faire entrer Shabbat par l'allumage, c'est ce que le Rav Ovadia Yosef et Kut Yosef dit dans le Siman 263, Seif 52. Ok. Les Ashkenaz, eux, ils ont une politique totalement différente, et pour eux, à partir du moment qu'on a allumé les bougies de Shabbat, Shabbat est rentré, on n'a plus le droit de rien faire, des choses qu'on n'aurait pas pu faire pendant Shabbat. Maintenant, la coutume a été abordée. On va tout voir la différence entre Hachevit et votre question. On parle de 30 minutes pour la séfarade. Pourquoi 30 minutes? On parle maintenant de l'allumage des bougies. Elle peut allumer 30 minutes avant. Oui, d'accord, mais à partir du moment où elle a allumé les bougies, tu as toujours les 18 minutes. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, disons que Shabbat, il est rentré à 5h03. À la fin des 18 minutes, c'est 5h21. Donc, pour une femme séfarade, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a fait rentrer Shabbat. Elle peut toujours gagner du temps. Bien sûr, après 5h21, elle ne peut plus rien faire. Shabbat est rentré, même si elle n'a pas allumé les bougies. Comme on a vu, Shabbat rentre que tu veuilles ou pas. Mais là, on parle par rapport à si elle a décidé, par exemple, d'allumer plus tôt. Est-ce que ça fait rentrer Shabbat ou pas? Pour les Ashkénazes, on a dit, à partir du moment où tu as allumé les bougies pour une femme, on ne parle pas maintenant des hommes, on va arriver après pour les hommes, il faut rentrer Shabbat. Et la coutume, elle a été acceptée. Pourquoi? Parce que, si tu veux, c'est à l'inverse. Autant pour les femmes séfarades, Shabbat n'est pas rentré, sauf s'ils ont décidé de le faire rentrer avec l'allumage. Pour les Ashkénazes, Shabbat est rentré, sauf si elle a décidé qu'elle ne veut pas faire rentrer Shabbat avec l'allumage. Et qu'elle veut encore utiliser le temps pour faire mincha, boire un café, bref, tout ce que les femmes ils ont l'habitude de faire, etc. Et automatiquement, à partir du moment qu'elle a allumé les bougies, Shabbat elle est rentrée, elle n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. C'est à partir de ça que Shabbat rentre. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 263, Seif 10, dans le Shulchan Aruch de Admor Azaken, Seif 7. Ainsi écrit aussi le Ben Ishraï. Bon, tout de suite, le Ben Ishraï n'est pas forcément Ashkenaz. Et on va voir toutes les coutumes et les ramifications qui sont pour les séfarades, qui vont d'après le Ben Ishraï, comme on a toujours dit. Le Rav Ovadia n'est pas l'autorité unique pour les séfaradim. Il y a beaucoup d'autres autorités pour les séfaradim, mais c'est ce qu'on va rentrer dans les détails. On va voir d'abord quelle est l'idée derrière faire entrer Shabbat avec l'allumage des bougies pour les Ashkénazes. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la course? Pourquoi? Alors d'abord, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les grands-mères. Beaucoup de choses, les gens disent, oui, nos grands-mères avaient toujours l'habitude de faire. Ça n'a rien à voir avec les grands-mères. On va voir comment il y a une chita dans les Géonim et dans les Rishonim, que c'est une takana Chachamim, c'était instauré par les Chachamim, que juste après l'allumage des bougies, Shabbat rentre. Le Ran, Rabbeinu Nissim, il explique ça dans l'Agmara en te disant que puisque l'allumage des bougies fait partie des mitzvot de Shabbat, et ça c'est on va dire la préparation la plus importante dans la manière de se préparer pour Shabbat. C'est la raison pour laquelle on fait une bracha dessus. On ne fait pas de bracha sur toutes les autres choses qu'on prépare Shabbat. Prépare à manger, tu fais une bracha dessus. Tu te laves, tu fais une bracha dessus. Par contre, l'allumage des bougies, c'est là, on va dire, c'est l'effet marquant qui marque la différence entre avant Shabbat et après Shabbat. Donc, ça fait partie des mitzvot de Shabbat. De l'autre côté, on ne peut pas faire ça pendant Shabbat. Et si tu ne fais pas ça pendant Shabbat, tu profanes Shabbat, tu n'as pas le droit d'allumer un feu pendant Shabbat. C'est pour ça que les Chachamim ont instauré, que l'allumage, elle doit être faite à la fin de toutes les préparations, proche à Shabbat. Comme l'Agmara, elle a dit, le paragraphe qu'on a ramené tout à l'heure, si tu te rappelles, dans l'Agmara, à la page Shabbat, page 35b,
qu'une fois qu'on a fermé le rideau du magasin, une fois qu'on a caché le manger, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les plaques pour Shabbat, en deux mots c'était atmana de faire en sorte de mettre le manger de manière qu'il reste chaud pendant la semaine, pendant le Shabbat, et on a allumé les bougies. Ça veut dire que, on va dire le baromètre, comment je décide quand est-ce que je passe du contexte Chol à contexte Shabbat, quand est-ce que je passe de la partir de la semaine au mode Shabbat, quand est-ce que je commence à passer en mode Shabbat, c'est quand une fois que j'ai allumé les bougies, et automatiquement, à partir du moment que j'ai allumé les bougies, Shabbat est rentré, pas encore tourné. Une fois que j'ai allumé les bougies, non, je vais faire en oral. Une fois que j'ai allumé les bougies, Shabbat est rentré. Ok. Je ne sais pas la halakha. Pas forcément une halakha comme ça. D'accord? Comme j'ai dit, les femmes ashkénazes, ils ont pris ça sur eux, c'est leur coutume, pourquoi pas. La source de la coutume, elle remonte au Maharam de Rothenburg, environ la fin de la période de Rishonim, plus de 1000 ans, qu'une femme qui veut faire un travail après avoir allumé les bougies, elle doit faire un tenaï, elle doit faire une condition en disant que je n'accepte pas Shabbat par le fait que j'allume les bougies et je fais rentrer Shabbat en temps et en heure. J'allume les bougies, pourquoi? Pour mille et une raisons, parce que peut-être après je ne pourrai pas quoi que ce soit, mais j'ai envie de pouvoir faire autre chose après, quelque chose que je ne pourrais pas pu faire si Shabbat serait déjà rentré, donc on doit faire une condition. Dans le Sefer Minagim de Rabbi Isaac de Tyrol, il dit qu'il faut faire comme les Maharam, et il faut faire cette condition. Et ça, c'est une des bases fondamentales de laquelle le Rameau, qui est celui qui est le décisionnaire pour les Ashkénazes dans le Shulchan Aruch, a mis ses coutumes. Et le Rameau, il écrit, le minag qu'une femme qui allume les bougies, elle a reçu Shabbat avec l'allumage, c'est à condition qu'elle n'a pas fait de condition de pouvoir faire quelque chose après. En deux mots, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'envers des Sfaradim. Pour les Sfaradim, Shabbat n'est pas rentré, sauf si tu as fait une condition que tu reçois Shabbat avec l'allumage. Pour les Ashkénazes, Shabbat est rentré, sauf si tu as fait une condition de ne pas recevoir Shabbat avec cet allumage, pour pouvoir faire autre chose. Donc c'est devenu depuis... C'est conditionné. Exactement. Depuis, c'est devenu une coutume ashkénaze qu'on a l'habitude de le faire, etc. D'accord? Très permissif. Très bien. Attends, tu vas voir, ça c'est la règle de base, comme on a dit. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Et comme on dit, en général, il faut toujours regarder dans les détails. Tu vois, la pub, c'est écrit 39 € par mois, et après, tu as un astérix, et en bas, c'est écrit à condition que tu t'engages 24 mois. Et quand tu commences à lire les conditions, tu laisses tomber, c'est pas intéressant. Pareil. Là, tu as la règle de base. Ça, c'est la base. C'est sûr, quelqu'un qui va écouter juste un morceau des chiots, du cours, il va dire, ouais, c'est magnifique, c'est facile, la vie est belle. Attends, regarde les détails. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va voir tout de suite que toutes ces règles qu'on va tout de suite voir sont d'abord pour les femmes ashkénazes ou pour les femmes séfarades qui ont accepté de faire Shabbat de manière personnelle ou bien qu'ils ont décidé qu'à partir du moment où ils ont allumé les bougies, Shabbat est rentré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Shabbat est rentré? Regardons les détails. Tout d'abord, après l'allumage des bougies, une femme n'a pas le droit d'éteindre l'allumette avec laquelle elle a allumé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit d'éteindre un feu pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas dit qu'il faut mettre le feu à la maison, mais tu dois lâcher l'allumette sur qu'on appelle ça, le plateau qui est en général en espérant qu'il n'est pas en bois ou en plastique et la laisser s'éteindre toute seule et bien sûr faire attention à la sécurité comme tu dis c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch Siman 263 Seif 10 et pour la Noazaken Seif 7. Pourquoi? Alors tu en as beaucoup d'abord qui vont préparer ou une assiette aluminium ou tu as un plateau en argent sous les bougeoirs en général. Quand tu laisses l'allumette posée automatiquement il va s'éteindre tout seul. Je ne rentre pas dans le débat, quand tu allumes avec les briquets, est-ce que tu as le droit de fermer les briquets ou pas? C'est pas le moment, on verra ça un autre jour, on n'est pas en train d'apprendre des lois d'allumer les feux pendant Shabbat. Une femme, par exemple, qui veut allumer une bougie Ner de Shama, pour un Iloula, pour un Yortzeit, pour un proche de famille, surtout chez les Sfaradim qui ont l'habitude d'allumer des bougies pour tout et pour rien, et pourquoi pas, elle doit l'allumer avant l'allumage des bougies de Shabbat. Parce que si tu as déjà allumé les bougies de Shabbat, tu ne peux plus, à condition qu'elle ait pris sur elle Shabbat, tu ne peux plus allumer une autre bougie. C'est la raison pour laquelle les Shabbat Hanouka, en général, on allume toujours d'abord les bougies de Hanouka avant d'allumer les bougies de Shabbat. On revient à ce qu'on a vu la semaine dernière avec les filles qui allument. Pourquoi ils allument avant les mamans? En règle générale, comme la Bible a expliqué plusieurs fois, que si jamais la maman doit aider sa fille à allumer ou à tenir la flamme ou la mèche ou quoi que ce soit, si la mère a déjà allumé, comment tu peux aider ta fille alors que pour toi tu as déjà reçu Shabbat? Pour les Ashkénazes ou pour les Sfaradim qui ont déjà reçu Shabbat en allumant. Alors que quand tu allumes, ta fille elle allume d'abord, toi tu n'as pas encore fait Shabbat, tu peux l'aider à allumer. C'est bien important pourquoi les filles, en général, allument avant les mamans. Une femme qui a l'habitude de faire mincha, en règle générale, avant l'allumage des bougies. La prière de mincha, c'est la prière de vendredi ou la prière de Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire un peu des deux? On finit avec une part. Qu'est-ce qu'on finit? Mincha, c'est quoi? T'as bien écouté le cours d'hier sur les 3 prières? Mincha, c'est l'après-midi. Très bien. Mincha, ça a à faire avec vendredi, ça n'a pas à faire avec Shabbat. Si tu allumes les bougies et pour toi Shabbat est rentré, tu ne peux plus faire Mincha après.
Mais on modifie le dernier psaume aussi. Qu'est-ce que tu modifies le dernier psaume? Un psaume à part pour vendredi. Dans Mincha? Ouais. Quel psaume à part? Avant les noms. Très bien, je parle de la prière de Mincha maintenant. On n'a pas parlé des hommes, d'accord? On parle des femmes. La même chose. Donc, une personne qui a décidé de faire Shabbat, qui fait Mincha, en règle générale, on dit que c'est bien qu'elle doit faire la Mincha avant l'allumage des bougies, parce que la prière de Mincha, elle a un rapport avec vendredi et pas un rapport avec Shabbat. Après l'allumage des bougies, automatiquement, tu as déclenché l'effet shabbatique, tu es maintenant en mode Shabbat. Shabbat est rentré, tu ne peux plus faire Mincha. Sauf que, encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec une femme qui n'a pas fait Mincha avant l'allumage des bougies? J'allais te dire que je connais beaucoup de femmes que c'est le gros problème majeur, parce qu'ils se préparent toujours à la dernière minute. On a vu ça dans les cours précédents, que la Gemara te dit qu'on a le devoir de faire attention de ne pas s'énerver vendredi après-midi, parce qu'il y a toujours des choses à faire en dernière minute. Et des choses qu'ils ont oubliées, ils n'ont pas encore fait Mincha, ils ont allumé les bougies. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Regardons les détails dans la phrase très intéressant. Par rapport à une femme, qu'on a vu tout à l'heure pour les Ashkenaz, que quand tu allumes les bougies, tu reçois Shabbat. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Écrit le Magen Avraham, qui est le Shulchan Aruch, si tu veux, les détails pour les Ashkenaz, dans le Sima 263, Seif 19, c'est bien de prier Mincha avant l'allumage des bougies. Ce qui veut dire, après que quelqu'un a décidé que maintenant il reçoit Shabbat, par ça qu'elle allume les bougies, Ashkenaz, c'est d'office pour les Sfarad, s'ils ont décidé, tu ne peux plus prier Mincha. Et la logique, elle est que puisque par l'allumage des bougies, tu as décidé que tu viens de recevoir le prochain jour, automatiquement, c'est ce qui déclenche cet effet halachique que Shabbat est rentré. Comment tu peux maintenant prier une prière du jour du passé? De l'autre côté, on a vu le contraire. Quel contraire? On sait qu'il y a un dit dans la halakha qui te dit, quand tu es arrivé en retard à la prière, après que la communauté a déjà fait Baruch Hu, et qui prie en avance, tu dis que tu n'as pas le droit de prier à côté de la prière de Mincha dans la synagogue, parce que qu'est-ce que tu vas prier maintenant Mincha alors qu'ils ont déjà dit Baruch Hu, quand tu arrives dans la synagogue séfarade qui font entrer Shabbat plus tôt, et tu es en train de prier une Mincha de semaine alors qu'ils ont déjà fait rentrer Shabbat, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 263, Seif 15. La halakha, elle est que une communauté qui a accepté de faire entrer Shabbat tôt, ou peu importe n'importe quelle heure, en disant par exemple Baruch Hu, toute la communauté a accepté Shabbat, même pour la minorité qui n'est pas dans la synagogue. Je crois qu'on va voir ça plus tard, je ne sais pas si on a vu ça la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe quand tu as plusieurs communautés dans la région? Une communauté n'engage pas la deuxième communauté, c'est deux choses différentes. Mais en règle générale, donc Shabbat est tombé aussi, disons que tu as une communauté dans la ville. Shabbat, la communauté elle a fait rentrer Shabbat en disant Kabbalat Shabbat plutôt. Shabbat est rentré maintenant même sur la personne qui ne veut pas faire rentrer Shabbat, et pourtant, tu ne vas pas dire, ah, à cause de ça, il n'a plus le droit de faire Mincha. On n'a jamais écrit une chose pareille. Peut-être pour lui, Shabbat est rentré, mais Mincha, il peut toujours faire, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. D'accord? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Regardons un détail intéressant. Quand dans la communauté locale, on a l'habitude de faire rentrer Shabbat à la vite avant, ce qui se passe dans beaucoup de synagogues, surtout en été, etc. La communauté a décidé de faire rentrer Shabbat en avance, et il y a différentes coutumes à partir de quand Shabbat rentre. Certains vont te dire quand on dit le Chadodi, Mishnah Berurah te dit c'est quand on dit Boïkala, c'est là que Shabbat rentre. D'autres ils te disent dans Shulchan Aruch, Siman 261, quand on dit Mizmor Shir le Yom Shabbat. Le Magen Avraham te dit c'est quand on a dit Baruch Hu, qu'à ce moment-là on ne peut plus faire un travail quelconque, le Shabbat est rentré. Donc, peu importe à partir de quand, d'après les différentes coutumes, quand la communauté a décidé de faire rentrer Shabbat plus tôt, on a le devoir d'allumer les bougies avant, parce que tu dépends de cette communauté qui est la seule dans l'endroit. Très bien. À l'endroit où il y a plusieurs synagogues, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, à part la Seine-et-Marne, c'est ce qui se passe dans tous les endroits, on va dire, où il y a des grandes communautés, que ce soit Paris, que ce soit n'importe quel endroit, 92, 94, etc. Le fait que tu as un tzibour, une communauté qui prie dans une synagogue, ça n'engage en rien les personnes qui prient dans une autre synagogue. Parce que le fait qu'un certain endroit a décidé de faire entrer Shabbat plus tôt, tant mieux pour eux. C'est pas pour ça que toute la ville ou tous les juifs qui habitent dans la ville doivent faire entrer Shabbat à la même heure. Ça, c'était une parenthèse. Alors, on revient au débat. Ça veut dire que tu peux faire entrer Shabbat plus tôt, néanmoins, ça ne m'empêche pas de faire Mincha. Parce que c'est pas parce que tu as fait entrer Shabbat plus tôt que moi j'ai pas le droit de faire Mincha. La différence est la suivante. Quand la personne s'approprie Shabbat en décidant que maintenant je vais faire entrer Shabbat, si c'est toi qui as décidé de faire entrer Shabbat plus tôt, on dit tout bête, tu n'avais pas à le faire. Tu vas faire entrer Shabbat, tu ne vas plus prier Mincha. Quand Shabbat arrive de manière d'office, parce que la communauté l'a fait, c'est vrai que j'ai plus le droit de travailler, mais j'ai aucun problème de prier Mincha. Et la différence entre les deux, en deux mots, si c'est toi qui t'as interdit de faire quoi que ce soit, ou si c'est la communauté qui a fait. De là, la différence par rapport à Mincha, ce qu'on a dit tout à l'heure, et l'allumage. Concrètement,
tous ceux qui ont l'habitude de venir en retard pour la prière de Mincha vendredi soir, qui prient même après la Shkia, et il n'y a pas d'interdiction, ils ont la possibilité et le droit de le faire, malgré que Shabbat est déjà rentré avant la Shkia. Ça, on ne discute pas pour tout le monde. Shabbat, après, à partir de la Shkia, tu ne peux plus rien faire. Shabbat est rentré. Ce qui ne t'empêche pas de faire Mincha. C'est écrit nulle part que vendredi après-midi, tu as le devoir de prier Mincha avant la Shkia. Non, tu peux très bien prier Mincha après la Shkia, comme tous les jours de la semaine. On a vu les différences horaires, à partir de quand, et qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, mais c'est pas pour ça que tu n'as pas le droit de le faire. Donc on voit bien que travail, faire ce qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, et faire Mincha, ce sont deux choses totalement différentes. Ça, c'est pour les hommes. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Est-ce que c'est des races extraterrestres? Ce sont des gens qui sont totalement différents des hommes. Une femme qui n'a pas fait Mincha et qui a allumé les bougies, est-ce qu'elle peut encore prier Mincha? Quel est le débat? Quel est le doute? Le doute est le suivant. Est-ce que ce que le Magen Avraham nous a dit tout à l'heure, qu'il faut, c'est bien, il n'a pas dit qu'il faut, et c'est important quand on apprend le Shulchan Aruch, il y a tellement de nuances, des fois c'est écrit, il y en a qui ont la coutume, il y en a qui sont mahmir, ça il vaut mieux, c'est interdit, vaut mieux pas. Et chaque mot qu'on a utilisé, c'est en fonction de... Là, le Magen Avraham te dit, la chen titpalel mincha trila. C'est bien qu'elle prie mincha d'abord. Pardon, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est vaut mieux? A priori, posteriori, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une ramification, une différence par rapport à quand est-ce qu'elle va faire entrer Shabbat ou pas, en fonction de l'allumage ou pas? Regardons les détails. Est-ce que le Magen Avraham, c'était juste a priori, qui veut dire l'idéal, c'est qu'une femme, elle fait mincha, pour ceux qui ont l'habitude de faire mincha, et après allumer les bougies? Ou bien, non, c'est pas a priori. Ça veut dire que si jamais tu as allumé les bougies, et pour les Sfaradiotes, comme on l'a dit tout à l'heure, a décidé de faire entrer Shabbat, tu peux plus prier mincha. On peut l'apprendre du dîme précédent par rapport à quelqu'un qui arrive en retard pour la prière de mincha. Là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Que si tu es arrivé en retard à la synagogue, et tu as répondu Baruch Hu, et on a vu tout à l'heure que d'après certains avis, quand tu réponds Baruch Hu, ça veut dire que tu fais rentrer Shabbat, tu ne peux plus prier mincha. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un jeu ici. Tu fais Baruch Hu, ça veut dire que tu dis, je suis d'accord que la prière de Maariv existe pour moi, Shabbat est rentré, tu dis, maintenant je vais faire mon Shabbat tout seul, maintenant je vais faire rentrer Mincha comme j'ai envie, ça ne marche pas. Et donc, ça sera considéré qu'il a manqué la prière de Mincha, pas cas de force majeure. On a vu ça dans la Gemara, sur la paracha, dans le cours de hier midi, qu'on peut revoir sur l'application de Torah. Un cours richissime, puisque c'est la paracha de cette semaine qui nous parle comment Yitzhak a fixé la prière de Mincha. Il devra prier 2 fois la prière de Maariv. Une fois de Shabbat, quand on dit la prière, c'est la Hamida. Une fois pour le Hamida de vendredi soir, et une fois pour réparer la prière de Mincha qu'il a oubliée. Ça, c'est une avis. D'accord? Et c'est comme ça qu'écrit le Mishnah Brura, basé sur le Magen Avraham, que si quelqu'un n'a pas eu le temps de prier Mincha avant Kabbalat Shabbat, avant d'avoir fait rentrer Shabbat, pour une femme, je parle, elle a le devoir de prier Maariv 2 fois, vendredi soir, 2 fois l'Amida de Maariv. Comme ça, t'écris le Mishnah Brura dans le Siman 163. Le Kaf HaChaim, décisionnaire séfarade, lui vient et te dit que dans un cas pareil, une femme qui veut faire rentrer les allumages de Shabbat, qui allume les bougies de Shabbat, et qui n'a pas encore prié Mincha, ça serait bien qu'elle fasse une condition, qu'elle ne reçoive pas Shabbat, qu'elle n'accepte pas Shabbat avec l'allumage, et à ce moment-là, elle pourra allumer les bougies, elle pourra, faire Mincha après l'allumage des bougies. Pourquoi? Pourquoi le Mishnah Brura, il n'a pas proposé une chose pareille? On peut dire que le Mishnah Brura, il dit qu'on peut s'appuyer sur cette condition seulement quand il y a un vrai besoin. C'est pas un jeu, je mets une grande pancarte à la maison, je ne reçois pas Shabbat avec l'allumage et je fais ce que j'ai envie. C'est quand il y a un besoin important. Il lui te dit que Mincha, c'est pas tellement important, parce que tu peux rattraper 2 fois avec Maariv. C'est pas un jeu de dire. Peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas proposé. Mais en tout cas, le Kaf HaChaim le propose clairement pour les Sfaradim, et donc il n'y a pas de problème. Donc, encore une fois, si on récapitule ce qu'on vient de voir, si c'est une femme séfarade, quand elle allume les bougies, elle ne reçoit pas Shabbat, automatiquement, elle peut faire Mincha avec. Si elle a accepté de faire Shabbat, automatiquement, elle ne peut pas faire Mincha après, sauf qu'elle a fait une condition de ne pas recevoir Shabbat sur elle. Pour les Ashkenaz, on a vu tout à l'heure qu'une Ashkenaz qui allume les bougies, elle reçoit sur elle Shabbat. L'idéal, c'est qu'elle fasse Mincha d'abord. Si elle n'a pas fait Mincha d'abord, on vient de voir, comme le Mishnah Brura nous dit, qu'est-ce qui se passe? Que si elle n'a pas eu le temps de le faire, il vaut mieux qu'elle fasse Maariv 2 fois, sauf si elle va faire une condition à l'envers, de ne pas recevoir Shabbat, elle pourra faire Mincha. Claire? Question? Ok. Si elle est de nature à anticiper et à se donner... Si elle est de nature à toujours faire les choses de dernière minute, et à se donner la condition qu'elle ne prend pas Shabbat à l'allumage. Parce que j'ai parlé de ça avec une femme. Écoute, j'ai parlé de ça avec une femme la semaine dernière. Elle m'a dit, j'ai toujours ce même problème. Et il y a des femmes qui ont toujours ce problème. J'ai dit, tu sais quoi? Maintenant, tu peux prier Mincha à 12h30. Pourquoi tu dois attendre 5 heures? Fais une pause à midi. Mets-toi un rappel sur le téléphone. À 1h, tu fais Mincha, t'es tranquille. Qu'est-ce que tu vas commencer à rentrer dans les cassettes et dans des ennuis?
Fais mincha à 13h. Tout l'hiver, fais mincha à 13h, t'es tranquille. Tu te mets un rappel, tu fais une pause, peu importe. C'est pas sur le rush de dernière minute. Et toujours vendredi, surtout en ce moment qu'on n'arrête pas de faire entrer Shabbat de plus en plus tôt, cette semaine c'est à 5h moins quart. Qu'est-ce que tu dois venir à la dernière minute? Tu peux prier mincha à partir de midi et demi. Pourquoi attendre 5h? C'est toujours pareil. Les gens disent, une fois que j'arrive à la dernière minute, qu'est-ce que je dois faire? Tu peux prévoir. Tu dois faire des formations de time management et savoir comment prévoir ton temps et occuper ton temps chaque minute. Je te donnerai quelqu'un que je connais qui fait ça tous les jours. Ok, la suite. Donc ça, je vais. Maintenant, de l'autre côté, il y a un autre problème avec ce problème séfarade. Puisque si on a dit tout à l'heure, non, pardon, le problème on va le voir après. Parce que c'est trop facile de dire, j'allume les bougies, je fais une condition que je ne prends pas Shabbat, et après je fais la belle vie sur terre. Pour qui tu as allumé les bougies? Pourquoi tu as allumé les bougies? Les bougies c'était pour Shabbat, c'était pour... En 2 mots, quel est le but? Qu'est-ce que tu cherches derrière? Ça je ne comprends pas. C'est qu'on va tout de suite voir. Parce que c'est pas facile de dire une chose pareille. J'allume les bougies quand ça m'arrange. Quel est le but? Qu'est-ce que tu cherches à faire après, tu ne peux pas faire avant? Finir la préparation de la maison. Alors pourquoi les bougies, tu vas aller en plein milieu, tu es en train de faire le ménage, tu vas allumer les bougies, quel est le problème? Finis ton ménage, après tu allumes les bougies. Tu as peur de dépasser le temps? Très bien, alors encore une fois, à partir de quand tu peux allumer les bougies? De l'autre côté, quel est le laps de temps entre recevoir Shabbat et l'allumage des bougies? On va tout de suite voir ça maintenant. Une femme par exemple qui veut faire mincha après l'allumage des bougies, comme on vient d'expliquer longuement, comme le Kaf HaChaim nous dit. Ou bien elle doit voyager après l'allumage des bougies. C'est très courant en Israël. En France, j'ai rarement vu ça. En Israël, c'est très courant que tu as une fille ou une maman, une jeune femme, qui veut maintenant aller chez ses parents, parce qu'elle va manger le repas de Shabbat chez ses parents. Ou bien une femme qui doit aller au mikveh vendredi soir. Ou bien une femme qui doit aller à la synagogue vendredi soir. Et donc, elle veut prier mincha après l'allumage des bougies, parce que, ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, elle veut voyager. Par exemple, elle n'a pas un mikveh en bas de chez elle. Elle n'a pas envie de faire 2 fois l'aller-retour à pied. Donc elle préfère, elle ne va pas rester sans allumer les bougies. Donc elle allume les bougies en décidant que je ne reçois pas Shabbat. Après elle peut prendre un taxi pour aller au mikveh, en sachant que ça va la rapprocher le plus proche possible pour pouvoir se tromper dès que la nuit arrive. Et après elle aura seulement un chemin de retour à faire. Ça c'est un exemple. Ou bien quand tu as régulièrement en Israël, une femme qui va te dire, je vais manger chez mes parents dans la même ville, que ce soit à Yerushalayim, Modin, Beta, peu importe, dans un endroit où il y a beaucoup de concentration religieuse. Mais pareil, je n'ai pas envie de faire 2 voyages à pied. Je préfère faire un voyage à pied, un voyage en voiture. Donc, je vais allumer les bougies. Je vais faire mincha après l'allumage des bougies. Je préfère allumer les bougies d'abord. Comme ça, après, je prends une voiture et pouvoir faire ce que j'ai envie. Et pareil, n'importe quel autre cas où elle voudrait faire quelque chose qui est interdit de faire pendant Shabbat, elle doit penser clairement avant l'allumage des bougies qu'elle ne reprend pas Shabbat sur elle au moment où elle allume les bougies. Comme ça, elle pourra faire tous ces détails-là après qu'elle allume les bougies, comme on a vu tout à l'heure dans le Shulchan Aruch Siman 263. Mais dans un cas pareil, elle doit quand même recevoir ce Red Shabbat dans un laps de temps de 10 minutes depuis qu'elle a allumé les bougies. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que l'allumage des bougies doit être proche à Shabbat. L'allumage des bougies ne peut pas être fait n'importe quand, n'importe comment. C'est pas que tu peux allumer les bougies quand tu as envie. Parce que le but d'allumer les bougies, c'est pour pouvoir montrer que tu fais rentrer Shabbat. Donc c'est pas que tu allumes les bougies, après tu fais ce que tu veux. La question elle est, qu'est-ce qui se passe quand tu as besoin de plus de 10 minutes? On va dire l'exemple du mikveh par exemple. L'exemple du mikveh, l'exemple d'aller chez un invité, l'exemple d'aller chez quelqu'un d'autre. Et 10 minutes ne suffit pas, tu dois voyager beaucoup plus longtemps. De l'autre côté, on va tout de suite rentrer dans ce débat qui est où il faut allumer. Où je mange ou où je dors. Vas-y, réponds. Où je dors. Où tu allumes les bougies de Shabbat? Dans la maison où tu dors ou dans la maison où tu manges? Tu vas chez tes parents, ils sont dans la même rue. Tu allumes les bougies chez toi. On peut même manger et dormir chez eux, revenir demain. Il n'y a pas on peut. Je te dis un cas concret. Tu allumes les bougies chez toi. Tu dis, ce soir on va manger chez mes parents. Tu vas chez tes parents, tu reviens, tu as allumé les bougies à 5h en ce moment, d'accord, avant Shabbat. Tu vas manger chez tes parents, tu n'as pas mangé avant 7h, 8h. Tu reviens à la maison, il n'y a plus de bougies chez toi, il n'y a rien. Tu as allumé les bougies pourquoi? Pourquoi tu as allumé les bougies? Le but d'allumer les bougies, c'est qu'on a vu tout à l'heure pour le kavod Shabbat, pour le nek Shabbat, pour pouvoir éclairer, pour pouvoir avoir de la lumière dans la maison, etc. Si tu as allumé les bougies, après tu es parti, et tu reviens 5h, 6h, 7h plus tard, il n'y a plus de bougies, il n'y a plus rien, qu'est-ce que tu as fait? On va tout rentrer dans ces détails. On ne va pas maintenant des horaires et du temps. Tu as certains qui vont te dire, si c'est comme ça, il vaut mieux allumer dans l'autre côté, il vaut mieux allumer où je vais manger, pas où je dors, on va arriver. Mais d'abord, parlons de ce qu'on vient de voir comme problème, que des fois, 10 minutes ne suffit pas. Tu dois prendre la voiture pour aller beaucoup plus loin, c'est plus long, etc. Et tu as ici 3 conseils que l'Admor Azakani te donne, parce que la réalité, elle est faire rentrer Shabbat trop tôt. C'est-à-dire allumer les bougies trop tôt, ça ne sert à rien.
Puisqu'on a dit que l'allumage des bougies doit quand même être en corrélation avec Shabbat. C'est pas juste un vendredi après-midi à 14 h j'allume des bougies. Tu dois voyager plus longtemps. Très bien, mais les bougies c'était quoi? C'est pour Shabbat. Il faut que tu reçois quand même Shabbat sur toi dans ces 10 minutes. On a vu tout à l'heure, on a vu dans le cours précédent qu'on peut voir sur l'application Torah, qu'il y a un certain temps à partir de quand tu peux faire rentrer Shabbat. Mais là on parle maintenant des bougies. Les bougies sont pour Shabbat. Il faut qu'au moins dans les 10 minutes tu puisses faire rentrer Shabbat. Pas juste. En deux mots, c'est ce que je te dis, c'est pour te laisser un temps, cette condition de ne pas recevoir sur soi Shabbat, que tu as quelques détails à faire. Et pas commencer à prendre la voiture et à faire ce que tu as envie. Qu'est-ce qui se passe? La Nourazakan te dit. Ou ce Shabbat, c'est le mari qui allumera les bougies à la place de la femme. Clairement, tu n'as pas le choix, tu dois prendre la voiture pendant une demi-heure, c'est ton mari qui allumera à la place de la femme. Un conseil. Deuxième conseil, que la femme, elle allume les bougies d'abord. Et que c'est le mari qui dit que lui, il accepte Shabbat tout de suite. Puisque l'allumage des bougies n'est pas seulement pour la femme, mais aussi pour le mari. Et donc, ça va aider le fait que le mari, il accepte sur lui Shabbat, pour que la bougie soit considérée qu'elle a été allumée proche du Shabbat. C'est pour ça qu'on est à deux, pourquoi on a la vie à deux. C'est pas seulement pour se crier dessus, pour s'arranger aussi. Troisième point, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui est l'idéal, d'allumer les bougies dans l'endroit où tu vas. Surtout, si c'est l'endroit où tu manges là-bas le repas de Shabbat. Donc si c'est au mikvé, on parle pas de ça, parce que tu n'allumes pas des bougies au général au mikvé, tu ne vas pas manger là-bas. Mais si tu vas chez tes parents et tu sais que tu as une longue marche, un long voyage à faire, plus que 10 minutes, allume les bougies là-bas, parce que si tu prends la tête à allumer les bougies où tu vas dormir et pas où tu vas manger. On va rentrer dans les détails après. Clair ou pas? Trois conseils que la Nourazakan te donne, très riche dans le Siman 263, c'est Ifons. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout ce qu'on vient de voir, c'est par rapport à une femme qui allume les bougies. Qu'est-ce qui se passe avec un homme qui allume les bougies? Ou un homme célibataire? Ou un homme qui allume les bougies parce que sa femme n'est pas à la maison? Parce que, grâce à Dieu, elle vient d'accoucher, elle est à l'hôpital. Et on a vu tout à l'heure que même s'il n'a pas le devoir d'allumer parce qu'elle allume à l'hôpital, que ce soit électrique ou pas, je ne sais pas si on avait vu déjà, on va voir après, néanmoins, il y a un devoir d'avoir des bougies dans la maison, d'avoir Kavod Shabbat, Onek Shabbat, etc. Est-ce que pour lui aussi, prendre tous ces détails qu'on vient de voir, en deux mots que Shabbat rentre avec son allumage des bougies? Quand il allume, ou parce qu'il est tout seul ou quoi? Bachorim à la yeshiva. Quand on était à la yeshiva, on avait l'habitude de jour qu'il y avait un bachor qui était en charge d'allumer 2 bougies dans la salle à manger où on mange, encore une fois, parce que tu ne peux pas faire kiddush. L'idéal, c'est quand on fait kiddush, quand on dit Boré Préagifan, Yom HaShishi, on regarde sur les bougies, en général. Donc on doit toujours faire kiddush dans l'endroit où on a allumé les bougies. Si on ne peut pas, on ne peut pas. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Des fois, les bougies étaient déjà éteintes. Mais en général, on doit avoir les bougies dans l'endroit où on mange. Il ne pas demander que chaque bachor, chaque jeune allume les bougies, mais tu dois avoir une paire de bougies, 2 bougies de Shabbat, dans l'endroit où tu as 300 bachorim qui mangent. Ça, c'est l'idéal. Pareil, dans un internat, les filles n'en parlons pas. Chacune elle allume ses bougies. D'accord? Quand un homme il allume ses bougies de Shabbat, dans les différents endroits, les différentes règles qu'on a vues tout à l'heure, les différentes raisons, l'allumage des bougies ne fait pas tomber Shabbat sur lui de manière automatique. Même pas chez les Ashkenaz. Chez les Sfaradim, n'en parlons pas, même chez les femmes. Donc si c'est les femmes, ça ne fait pas rentrer Shabbat, à plus forte raison chez les hommes. Mais là, même chez les Ashkenaz, ça ne fait pas rentrer Shabbat tout de suite. Tu peux faire un travail, tu peux faire ce que tu as envie, et tu peux même prier Mincha après l'allumage des bougies sans problème. C'est pas comme les femmes. Ça, c'est écrit dans le Magan Avraham, Siman 263. Néanmoins, c'est bien, et c'est écrit dans Shulchan Aruch, qui pense qu'il ne reçoit pas Shabbat avec la fin de l'allumage. Pourquoi? Parce que certains pensent que le fait d'avoir allumé, ça fait lui rentrer Shabbat, pas parce que c'est comparé comme les femmes, parce que, encore une fois, c'est la norme, c'est la règle. Donc ça serait bien qu'ils disent clairement que parce que j'allume les bougies, je ne reçois pas Shabbat. Et je peux encore faire ce que j'ai envie de faire, ou ce que je dois faire, à condition, encore une fois, que ce soit proche, comme on a dit dans les 10 minutes. Pas qu'il se dit, puisque Shabbat rentre à 5h03, je vais allumer à 4h, après je fais ce que j'ai envie. Parce que dans ces cas-là, ça ne va pas avoir l'air d'avoir allumé les bougies de Shabbat pour Shabbat, mais juste parce que tu voulais allumer des bougies en pleine journée. Avec bracha, toujours là. 100%, bien sûr, on parle de ça avec bracha, d'accord. Il n'y a aucune fois où il va allumer sans bracha. Pourquoi tu veux qu'il allume sans bracha? Pour s'amuser? Il allume pour sa femme. Quel rapport? Il fait la bracha à l'hôpital, il allume les bougies à la maison? Avec bracha. Toujours un bracha. Bien sûr, et c'est là maintenant le prochain débat. D'accord? On va voir le prochain débat très riche, j'espère qu'on aura le temps d'aborder tout ça aujourd'hui. Quand est-ce qu'on doit faire la bracha? Avant ou après l'allumage? Alors comme j'ai dit, on peut rentrer dans les différents débats, dans les différentes coutumes, dans les différentes maisons, qu'est-ce que les mamans elles avaient l'habitude, qu'est-ce que les grand-mères elles avaient l'habitude. Mais il faut voir d'abord pourquoi et comment, d'où est venue l'idée, et après on verra d'où vient l'idée que les femmes couvrent les yeux quand ils allument les bougies. Vas-y, question? En général, c'est avant qu'on fait. En général, c'est avant quoi? On fait la bracha et après on allume. Avant, puis après on fait la mitzvah. Très bien, on va tout de suite rentrer dans le débat, monsieur. Attends une seconde. D'abord, l'allumage des bougies de Shabbat, c'est une mise particulière. Pourquoi une mise particulière?
Puisqu'on voit que le Shulchan Aruch a fixé dans le Siman 263, Seif 5, une bracha particulière. La Hadlik Ner Shel Shabbat, et pour certaines coutumes, la Hadlik Ner Shel Shabbat Kodesh, comme on a l'habitude de dire chez Chabad et dans beaucoup d'autres endroits. Le Rabbi Yitzhak Falaji, qui n'est pas considéré Ashkenaz, disait aussi qu'il faut dire la Hadlik Ner Shel Shabbat Kodesh. Donc il y a beaucoup, comme dit, de misconceptions, comme on dit ça en français, de choses mal comprises, que les gens disent, vous les Lubavitch, vous êtes toujours avec des idées tordues, des idées bizarres, c'est ce qu'il y a de plus proche au judaïsme. Mais tu vois, quand tu apprends la halakha dans les textes, tu vois que c'est pas juste Lubavitch, il y a beaucoup de décisionnaires séfarades qui pensent aussi qu'il faut dire ça, mais ça c'est un petit détail. Quand est-ce qu'on fait la bracha? On a vu tout à l'heure qu'il y a une différence entre les Ashkenazes et les Sfarades. Pour les Sfaradim, les Sfaradiotes, parce qu'on parle de femmes, on fait la bracha avant l'allumage de bougie. Pour les Ashkenazes, on fait la bracha après l'allumage de bougie. Mais comme j'ai dit, même à ça, il y a un grand mais, on va voir les détails comme on a vu la dernière fois, d'accord? Même chez les Sfaradim, il y a pas mal de communautés et de coutumes qui ont eu l'habitude pendant de nombreuses années, ils ont eu l'habitude de quoi faire? De faire l'allumage, de faire la bracha après l'allumage et pas avant. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de coutumes séfarades qui font la bracha après l'allumage et pas avant, et qui n'ont pas adopté la vie du Rav Ovadia Yosef. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas le seul opinion qui existe chez les Sfaradim. On va voir toutes les opinions séfarades qui te disent qu'il faut faire la bracha après. Il y a beaucoup de choses que les Ashkenazes sont d'accord, il n'y a pas toujours de débat. Et on va voir, regarde, les débats intéressants. On va voir dans les livres. Comme je dis, c'est toujours important d'avoir les sources pour pas que les gens disent tout et n'importe quoi. Dans beaucoup de générations dans les communautés séfarades, on avait l'habitude d'allumer les bougies et après faire la bracha. Comme c'est chez Chabad et comme c'est chez les Ashkenazes. Regardons d'abord le rabbi Massoud Chai Roker de Tripoli, en Libye, séfarade. Il dit qu'il faut faire attention et dire aux femmes qui mettent les mains ensemble, ainsi les doigts, en deux mots, de se couvrir les yeux, ne pas regarder la bougie, ne pas profiter de la bougie seulement après la bracha, pour que ça soit over les asiatins. Qu'est-ce que ça veut dire over les asiatins? C'est ce concept halachi qui dit, en général, on fait la bracha avant de faire la mitzvah. Si tu n'as pas profité de la bougie jusqu'à présent, de la lumière, c'est pour ça que tu as couvert les yeux, automatiquement tu n'as pas vu la lumière. Une fois que tu as fait la bracha avant de profiter de la lumière, après la bracha tu découvres les yeux, maintenant tu peux profiter de la lumière. Tu dis, ça ne sert à rien de mettre les mains avec les doigts ouverts. À l'époque, certainement, les Sfaradim, ils avaient tellement de bagues ou quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là, tu vois toute la bougie à travers, tu vois toute la lumière à travers, et tu profites de la bougie déjà. Ça, c'est ce qu'il écrit dans le Maaser Roker, chapitre 5 à Aleph, et il explique que la coutume, elle est exactement comme le Ramo, il dit pour les Ashkenazes. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, pas un Ashkenaz, de Yerushalayim, il explique que Yom Tov est différent de Shabbat, et il dit que Yom Tov, on peut faire la bracha et après allumer. Parce que Yom Tov, on peut très bien allumer pendant Yom Tov sans problème. Ça veut dire que la coutume de Shabbat, c'est d'abord d'allumer et après faire la bracha. On en a déjà deux. Rabbi Eliezer Papo, très connu aujourd'hui. Tu as aujourd'hui toute la dynastie des rabbins Pinto qui vont toujours prier en Bulgarie. Rabbi Eliezer Papo. Il vient et te dit que Shabbat, on a l'habitude de faire la bracha après l'allumage. Il dit ça dans Chesed Alafim, on peut fermer le micro peut-être. Chesed Alafim, dans le Siman 263, chapitre 6. Tu as après Rabbi Chaim Falaji. Rabbi Chaim Falaji d'Izmir, en Turquie. On parle ici environ 150 ans en arrière. Il te dit, est-ce que la bracha doit être avant l'allumage ou après l'allumage? C'est une marloquette à Paskin. C'est un débat chez les décisionnaires. Et j'ai vu l'habitude que quand l'homme il allume, il fait la bracha d'abord. Quand la femme elle allume, elle fait la bracha après l'allumage. Tu vois ici. Non, je ne sais pas. Ok, laisse. Ok. Ça c'est Rabbi Chaim Falaji d'Izmir. Rabbi Avraham Chamoy de Khaleb. Khaleb c'est où? En Syrie. Non? Lui il dit que par rapport à la bracha, il y a un débat entre les poskim encore une fois. Est-ce que la bracha doit être faite avant l'allumage ou après l'allumage? Et puisqu'il y a différents débats, que chacun y fait comme il a l'habitude. Ça, que les femmes ont l'habitude d'étendre leurs mains en général devant la bougie pour ne pas profiter de la bougie pour que la bracha soit over la satan avant d'avoir fait la mitzvah, il n'y a pas besoin, parce que si elle veut, elle peut bien décider de ne pas accepter Shabbat jusqu'à après l'allumage. Et donc automatiquement, ça peut être déjà over la satan. Et donc, il te dit, la coutume, elle était toujours de faire la bracha après l'allumage. On en tient déjà à 5. Le Ben Ishraï, 6. Bagdad, pas en Ashkenaz.
Le Ben Ishraï te dit, après avoir allumé les bougies, tu jettes la mèche ou comment on appelle ça, l'allumette avec laquelle tu allumé les bougies, tu mettras les mains sur tes yeux, tu fermes les yeux, tu fais la bracha juste après. Et après d'avoir fini la bracha, tu pourras ouvrir tes yeux et profiter de la lumière des bougies, comme elle se répand partout. Ben Ishraï, Parashat Noach, Halach Achet. Rabbi Moshe Zaken Mazouz, de Djerba, tunisien, il te dit que la bracha de la bougie Shabbat, c'est après avoir allumé les bougies, et pour que ça soit considéré over les asiyatan, qui veut dire avant d'avoir allumé, tu mets les mains contre les yeux, et comme ça, tu profites de la lumière juste après. Le Kaf HaChaim, Bagdad, et après le rabbin de Jérusalem, encore une fois, Sefarad, il écrit qu'une fois que tu as allumé, tu mettras l'allumette par terre, en 2 mots sur le plateau, et après tu mets les mains devant la mèche, ne pas profiter de la flamme, ou bien tu fermes tes yeux si tu as beaucoup de bougies, que ça ne va pas être recouvert avec toutes tes mains, et tu feras la bracha, la dik, ner, shel shabbat, et après tu pourras voir les bougies dans les simanes 263, Seif Katan 34. Rabbi Khalfon Moshe Akohen de Djerba, en 1950, il dit la coutume elle est d'abord d'allumer, et après de mettre ses mains sur la bougie, et de cacher la bougie et de faire la bracha. Pourquoi? Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de faire de travail. Comme ça, il écrit dans Brit Keuna, Marech et Shin, Sin 2. Rabbi Ezra Atiyah de Chaleb, qui était connu aussi pour être un des maîtres de Rabbi Yosef, et Chaleb Yerushalayim, décédé en 1970, qui on a l'habitude dans tous nos terres, dans tous nos pays, en Égypte, à Damas, Damasek, dans tout l'Est et l'Ouest, d'allumer les bougies et après de faire la bracha, on n'a pas le droit de changer la coutume. Et enfin, le dernier, Rabbi Shalom Messas, qui était le grand rabbin du Maroc, et après était rabbin de Jérusalem, Minag Neshem Marocco, le minag des femmes du Maroc, de faire la bracha après l'allumage. Je viens de citer une dizaine de décisionnaires séfarades, avec les sources et tout celui qui veut, je peux lui envoyer sans problème. On voit ici que la grande majorité des décisionnaires séfarades te disent qu'il faut faire la bracha après l'allumage. D'ailleurs, on va dire qu'il est unique dans son avis de dire le contraire. Là, tu nous démontres qu'on était tous Ashkenaz. Qu'on est tous des Ashkenaz, tu vois. Je te montre que pas dans tout, il y a des débats, pas dans tout. Des gens disent non, on fait toujours les choses tordues. On a toujours appris que, qu'est-ce que tu as fait? Une fois, ouvert un livre. Tiens, une fois, si je sais pas, j'ai une femme qui m'appelait cette semaine, je oublié maintenant pourquoi, elle m'a posé une question. Elle m'a toujours dit que je fais, excusez-moi, je suis désolé, mais quand est-ce que vous avez ouvert le Shulchan Aruch? C'est que vous m'a toujours dit que tu as appris quelque part, tu as lu quelque part. Qu'est-ce que tu répètes des choses? Et malheureusement, les gens ils sont endus dans l'erreur. Et la majorité des gens ne veulent pas approfondir, regarder. C'est une des raisons pourquoi on a ces cours, d'accord? Quelle est l'idée derrière tout ce débat en vérité? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une règle halachique et d'après n'importe quelle mitzvah, on doit faire une bracha avant de faire la mitzvah, c'est le langage halachique over les asiyatan. On fait la bracha avant de faire la mitzvah. Sauf que dans l'allumage des bougies de Shabbat, on a un problème. Comme on a vu que puisque pour les Ashkenaz, quand tu allumes les bougies, tu fais rentrer Shabbat. Et donc si tu dis la bracha qui est avant la mitzvah, c'est le début de l'acte d'allumage, ça veut dire que ça se peut que déjà, avant d'allumer, le fait d'avoir dit la bracha, tu as déjà fait rentrer Shabbat. Si tu as déjà fait rentrer Shabbat, tu ne peux plus allumer après. Et donc, si tu vas faire la bracha avant l'allumage, tu crées ce problème. Parce que Shabbat, tu n'as pas le droit d'allumer des bougies. C'est la raison pour laquelle, dans l'allumage des bougies, on a repoussé la bracha après la mitzvah. Et on a ces moyens de s'en sortir en cachant les yeux, en cachant de ne pas profiter de la lumière. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils ont instauré cette idée qui est que la mitzvah d'allumer les bougies, c'est pas juste d'allumer et s'en aller. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais de profiter de la lumière que les bougies diffusent. Et ça, tu peux l'empêcher par ça que tu couvres les yeux en disant la bracha. Comme ça, tu ne profites pas de cette lumière et donc la bracha, elle sera over la siyatan du fait que tu complètes la mitzvah par ça que tu profites des bougies une fois que tu as dit la bracha. Comme on l'a dit, la chose la plus simple à le faire, c'est quand une femme elle a fini d'allumer les bougies, elle couvre ses yeux avec ses mains pour ne pas profiter de la lumière des bougies, elle dit la bracha. Et après ça, elle regarde les bougies, elle profite de la bracha. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Ramos Siman 263.1. Si tu veux rentrer dans les textes qu'on a déjà touché ce sujet, la Gemara lui dit, Psachim 7b, Kol ha-mitzvot mevarech over la siyatan. Il y a une base générale que toutes les mitzvot ont fait la bracha avant de faire la mitzvah. Celui qui n'a pas fait la bracha avant ne peut pas faire la bracha après. Tu vois, à part les mitzvot que l'action continue. Par exemple, quand tu as mis le talit, tu n'as pas fait la bracha avant, tu peux très bien continuer à le faire parce que le talit est encore sur toi. Mais t'es fini. Tu n'as pas fait la bracha avant parce que tu étais perturbé ou pensé à ce que tu écoutais dans la voiture avant. Tu peux très bien faire la bracha après parce qu'ils sont encore sur toi. Être assis dans la souka. Tu n'as pas fait la bracha quand tu es rentré dans la souka ou quand tu as commencé à manger. Tu es toujours en train de manger. Tu peux faire la bracha en plein milieu, etc. Comme c'est écrit dans le Rambam, Ilchot Brachot, chapitre 11 à la 5. La Gemara, elle te dit
un cas dans lequel tu ne peux plus faire la bracha après, quand quelqu'un se trempe au mikvé, parle d'un converti. C'est très bien qu'un converti, une des choses par laquelle il devient juif, qui se convertit au judaïsme, il doit se tremper au mikvé. Il ne peut pas faire la bracha avant de se tremper, parce que s'il fait la bracha avant de se tremper, il n'est pas encore juif. C'est une fois qu'il s'est trempé qu'il devient juif, et là, il pourra faire la bracha après. Et je ne rentre pas d'ailleurs dans tous ces détails par rapport au débat halachique qui existe aussi avec les femmes séfarades qui se trempent au mikvé, que certains viennent et disent, moi j'ai l'habitude de faire la bracha avant, certains disent, moi je fais la bracha après, c'est pas le débat, on n'est pas en train d'apprendre la pureté familiale un autre jour. Vient le Tosfot dans la Gemara, il t'explique deux différents avis, ça c'est intéressant à comprendre pourquoi. Soit il t'explique au nom des Gaonim, qu'on parle ici de tremper au mikvé un guerre, un converti, que quand il est encore non-juif, il ne peut pas dire Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu, Dieu nous a ordonné et nous a sanctifié avec la bracha, parce qu'il n'est pas encore juif, donc il fait la bracha après. Rashi te dit, on ne parle pas forcément ici d'un converti, on parle de quelqu'un qui va au mikvé pour se purifier de n'importe quel écoulement qu'il a pu avoir, parce que c'est qu'à l'époque de Takanat Ezra, il y avait un Takanat que Ezra il avait instauré, qu'un Baal Ker est quelqu'un qui a eu un écoulement, il n'a pas le droit de dire des paroles de Torah, il devait d'abord se tremper au mikvé. Et donc, après, on a instauré la halakha qu'on n'a pas le droit de prier, pas le droit de faire des bénédictions. Puisqu'il ne peut pas faire une bénédiction avant de se tremper au mikvé, automatiquement on a fait la takana qui fasse la bénédiction après se tremper au mikvé. Une des raisons pourquoi ça a été annulé, le Rabbi ramène ça dans les grottes longuement, c'est qu'on a vu que c'était presque impossible. Il y avait même une fois une halakha qui disait qu'à chaque fois qu'un homme il a un rapport, il devait aller au mikvé. Imagine-toi que dans les endroits où il n'y a pas de mikvé, ou les endroits où quelqu'un n'a pas forcément pouvoir aller au mikvé, ça devenait infernal, impossible. Pour ça, cette halakha elle a sauté, cette institution elle a sauté. Le débat de Rishonim était, est-ce que juste quand tu parles de ces trempages, on fait la bracha après, ou bien ça veut dire que puisqu'il y a certaines fois que tu ne peux pas faire la bracha avant, alors là tu dois le faire avant. Mais dans les autres fois, pas forcément. La halakha elle est qu'il y a deux chitotes par rapport, comme j'ai dit tout à l'heure, deux avis par rapport au trempage d'une femme nida, une femme qui va se tremper au mikvé comme elle a l'habitude tous les mois. Est-ce qu'elle fait la bracha avant ou après? Comme j'ai dit, la coutume répandue chez les Sfaradim c'est de faire la bracha avant parce qu'ils vont avec over la siatan avant de faire la mitzvah, et la mitzvah c'est de se tremper. Et chez les Ashkenaz, on fait la bracha après. Il y a encore un débat intéressant dans la halakha, comme je dis, il n'y a pas le temps de tout voir, c'est Netilat Yadayim. Est-ce qu'on fait la bracha avant ou après? Puisque quand tu fais Netilat Yadayim, c'est quoi? Tu te laves les mains pour manger du pain par exemple. Mais puisque des fois les mains sont sales, que tu n'as pas le droit de faire des brachas avec des mains sales, automatiquement on a décidé qu'on fait toujours la bracha après et pas avant. Tu te laves les mains quand tu manges du motzi, tu ne veux pas Netilat Yadayim et après tu te laves les mains. Tu fais la bracha après de peur que les mains sont sales, de peur qu'on fait la bracha, etc. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 158, Seif 11. Pour revenir à la coutume séfarade répandue, eux, ils nous disent, comme on a vu tout à l'heure, qu'ils ne prennent pas Shabbat Sorel en allumant les bougies, donc ils n'ont aucun but d'allumer, de faire la bracha avant, et automatiquement, pour eux, il n'y a pas de problème, ils peuvent très bien faire la bracha avant. De toute façon, ils ne prennent pas Shabbat en allumant les bougies, et donc après, ils peuvent allumer les bougies, c'est pas considéré, et comme ça, ils peuvent faire à leur manière, ou à leur sauce, si tu veux, le sujet de refaire la siatan la bracha avant, comme on a dit, c'est seulement pour la vie du Rav Ovadia, tous les autres décisionnaires ne pensent pas comme ça. Néanmoins, les femmes séfarades ont aussi l'habitude de couvrir les yeux quand elles allument les bougies, alors qu'il n'y a pas le besoin, a priori, pour utiliser ce moment de se concentrer en faisant l'allumage des bougies. Qu'est-ce qu'on fait Yom Tov? Numéro 1, est-ce qu'on fait la bracha avant ou après? Ou bien Yom Tov c'est différent. Qu'est-ce qu'il fera un homme ashkenaz qui allume les bougies quand est-ce qu'il fait la bracha? Est-ce qu'il fait avant ou après? Pourquoi tellement de bruit? Regardons la réponse, le Chidush qui nous dit le fils du Drisha au nom de sa mère, dans Yoredea, c'est dit que dans les lois des femmes d'Alchot Nida, c'était connu que sa mère était très très pieuse, elle connaissait toutes les lois comme n'importe quel rave à l'époque. Et elle a ressenti l'erreur que les femmes ils font en allumant les bougies Yom Tov, qu'ils ont l'habitude d'allumer les bougies comme Shabbat. Ça veut dire d'abord ils allument les bougies, après ils mettent les mains sur les yeux, après ils font la bracha sur les bougies, et après ils enlèvent les mains comme si c'était les bougies de Shabbat. Il dit, je comprends que Shabbat, tu ne peux pas faire différemment, parce qu'après la bracha, comme on l'a vu tout à l'heure, tu ne peux plus pas allumer. Alors que Yom Tov, tu pourrais très bien allumer après avoir fait la bracha, parce que Yom Tov, on a le droit d'allumer du feu. Et donc il dit, si c'est comme ça, il vaut mieux que Yom Tov, on fasse la bracha d'abord, pour que ça soit comme il faut, over les seatan, et allumer les bougies de Yom Tov, comme on allume les bougies de Hanouka. On fait d'abord la bénédiction, et après on allume. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est. Effectivement, dans Mishnah Berurah, c'est écrit, Siman 263, dans Ben Ishraï, chez les Sfaradim, comme on l'a vu tout à l'heure, que certains ont l'habitude de Yom Tov de faire cette différence, mais on a l'habitude, la majorité, de ne pas faire de différence. Et même Yom Tov, on fait la bracha après l'allumage,
Pourquoi? Une règle qui revient sans arrêt dans la halakha, l'oplou. On ne veut pas faire de différence. Pourquoi on ne veut pas faire de différence? Parce qu'après, les gens vont commencer à s'embrouiller. C'est avant, c'est après, c'est un tov, c'est Shabbat. On ne peut pas faire de différence entre une fois faire la bracha de telle manière, une fois de telle manière. Comme ça, c'est écrit dans le Magan Avraham, Siman 263, et Shulchan Aruch Admor Azaken Seif 8. Un homme ashkenaz qui allume les bougies de Shabbat, quand est-ce qu'il doit faire la bracha? Puisqu'on a vu tout à l'heure que de toutes les façons chez les hommes, quand tu allumes les bougies, tu ne prends pas Shabbat sur toi. C'est pas ça qui fait rentrer Shabbat. Il y en a qui disent de toutes les façons, tu peux faire la bracha avant l'allumage, sans différence. Pourquoi? Pourquoi on dit que tu peux faire rentrer la bracha? Parce que de toute façon, tu ne peux pas rentrer Shabbat. D'accord? Et donc, tu fais la bracha avant, comme n'importe quelle mitzvah, quand tu fais rentrer la bracha avant sans discuter. C'est écrit dans le Biur à la Chassima 263. Certains te disent que non, on n'a pas envie de commencer à faire une différence. Préfère garder les choses comme tout le monde. Et puisque tout le monde, au moins les femmes, et n'importe quoi qu'on allume les bougies, c'est la bracha après. Ils feront la bracha après, comme c'est écrit dans le Ksot HaShulchan. Et comme ça, on comprend du Biur à la que la raison pourquoi on a l'habitude, même Yom Tov, de faire la bracha après, parce qu'on ne veut pas faire de différence. Exactement la même chose pour un homme sans différence. On n'a pas tout terminé. On a encore 2 minutes? Ok. Et la suite est... La suite, chers amis, c'est la chose suivante. Celle qui fait la bracha avant l'allumage de bougie, comme on l'a vu pour les Sfarad, il doit faire attention de faire la bracha le plus proche à la mitzvah et de ne pas attendre ou faire des pauses entre les deux. Si quelqu'un il a parlé, pour ceux qui font la bracha avant l'allumage, des choses qui ne sont pas en rapport avec la mitzvah, pas donne-moi les allumettes, ou il manque une bougie ou quoi que ce soit, des choses qui n'ont rien à voir, va éteindre le four, ou je sais pas, va faire sortir les chalotes, ou mettre des choses pareilles, de refaire la bracha avant d'allumer les bougies, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 263. D'autres coutumes qu'on a dans l'allumage des bougies. On a l'habitude d'allumer les bougies avec les habits de Shabbat, avec déjà prêtes pour Shabbat, pour honorer le moment. Le fait que maintenant on va allumer les bougies, mais c'est important de rappeler que vaut mieux allumer les bougies en son temps, même si tu n'es pas prête, que de rentrer dans le danger de faire profaner Shabbat, parce que tu n'as pas encore fini de mettre ton maquillage ou de finir de t'habiller comme il fallait. Tu n'avais qu'à prendre tes précautions en avance. C'est sûr que l'idéal c'est de le faire convenablement, mais si c'est pas fait, et Shabbat arrive, allume les bougies, après tu finis de te préparer. Encore une fois, ça dépend quoi, parce que pas forcément tu pourras faire toutes ces choses-là après Shabbat, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 75, et écoute Yosef, Siman 263. On a aussi l'habitude de mettre la tzaka, en général, avant l'allumage des bougies. C'est écrit dans l'écoute Yosef. Le Rabbi rappelait ça sans arrêt. C'est pour ça qu'on a une boîte de tzaka en général à côté des bougies. Parce qu'on dit que le temps de l'allumage des bougies, c'est un moment de propice de prière. Et donner la tzaka, ça aide pour faire descendre des prières. Le Rabbi écrit ça dans Negot Kodesh, volume 14, page 529. Il faut se rappeler, le Rabbi rappelait ça sans arrêt, qu'après l'allumage des bougies, ou un peu de temps après pour les Sfarad qui ne font pas rentrer Shabbat avec l'allumage des bougies, on n'a plus le droit de bouger la boîte de tzaka ou les pièces, parce que c'est déjà considéré moussé. Et donc l'idéal, c'est vous de la mettre dans un endroit que tu ne vas pas la bouger tout Shabbat, où les gens ils ont en général une boîte de tzaka en argent, quoi que ce soit sur le plateau, qui reste avec le plateau tout Shabbat, qu'on n'y touche pas, comme c'est écrit. Le Rabbi rappelait plusieurs fois qu'il faut rappeler ça aux femmes et aux filles, de ne pas faire des erreurs, de ne pas penser qu'une fois que tu as allumé, tu peux commencer à bouger la boîte de tzaka, etc. Il faut allumer les bougies tranquillement, sans courir. Attendre quelques secondes que chaque flamme prenne convenablement. Pourquoi? Parce que si tu allumes une flamme et 2 secondes après elle s'éteint, c'est pas très en vain. La flamme, elle n'a pas duré. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch Shabbat, page 20, Shulchan Aruch Siman 264. Et, comme j'ai dit, il vaut mieux éviter de se mettre dans une situation dans laquelle tu vas allumer une bougie qu'après elle va s'éteindre et que tu devras allumer. Parce que tu peux parfois arriver à profaner Shabbat à cause de ça. Et c'est la raison pour laquelle on ne place pas les bougies dans un endroit où il y a du vent, ou sous la clim, le climatiseur qui est en train de souffler sur les bougies, ou devant un ventilateur. Il faut réfléchir avec sa tête, de ne pas faire en sorte d'allumer les bougies que juste après elles s'éteignent. Beaucoup de femmes ont l'habitude d'utiliser le moment important de l'allumage des bougies pour prier à Dieu, prière personnelle. On dit qu'on a l'habitude de prier pour les enfants, que les enfants soient des grands érudits dans la Torah. Marie en bonne santé, la femme en bonne santé. Comme ça, c'est écrit dans le Magan Avraham et dans Yalkut Yosef, le même Siman qu'on vient de voir. Quelle est la raison? Rabbi Nebechaï dans Yitro était dit qu'une tefila, elle est beaucoup plus entendue quand elle est dit au moment où on fait une mitzvah. Par le mérite de l'allumage du bougie de Shabbat, qui est une lumière qu'on rajoute dans la maison, on mérite d'avoir des enfants qui vont éclairer le monde. La Torah nous dit Ner mitzvah Torah, et les Chachamim te disent c'est celui qui fait attention à l'allumage du bougie, il y aura des enfants qui avaient des Chachamim. Il y a des phrases, des hiratson, etc. Ils étaient dans les Sidurim en Italie il y a 240 ans, mais néanmoins ça s'est répandu dans tous les peuples juifs, chacun avec ses coutumes. Cheikh Wad n'a pas de hiratson particulier, chacun est pris ce qu'il a envie de prier. Ça maintenant avec le dernier détail, dommage j'ai bâclé ce détail, mais on va le voir rapidement. Une famille qui n'est pas chez elle pour Shabbat, qui est en dehors de la maison. Pareil, une personne célibataire qui fait Shabbat en dehors de la maison. Par exemple, tu as loué une maison, tu es parti à l'hôtel ou quoi que ce soit,
La halakha te dit que tu dois allumer les bougies dans l'endroit où tu manges, et pas dans l'endroit où tu dors. Exactement comme dans la maison Shulchan Aruch, Siman 263, Seif 6. Même si tu es invité pour le repas de Shabbat chez des autres, par exemple des familles qui sont invitées chez des copains, des familles de jeunes couples qui vont manger chez les parents, ou bien si on mange tous, plusieurs familles ensemble, ou on mange tous dans une seule salle à manger, par exemple un repas communautaire, ou un repas de toute la famille ensemble, ou des invités à l'hôtel, ou des personnes qui sont à l'hôpital, la femme a le devoir d'allumer les bougies dans l'endroit où on mange. Pas seulement la femme, bien sûr, les filles aussi, célibataires qui allument, on invite les petites filles. On allume les bougies dans l'endroit où on mange, comme ça c'est écrit dans le Eshel Avraham, Siman 263, la Ruch Hashulchan, Siman 7. Mais dans ces cas-là, il y aura encore une fois un débat entre les Ashkenaz et les Séfarades. Est-ce qu'il faut faire la bracha dans l'endroit où tu allumes les bougies? Pour les Sfaradim, on l'a vu la dernière fois, seulement l'hôtesse de maison ou l'hôte de maison, la femme qui invite, ou bien quand tu as un repas communautaire, une personne fera la bracha pour toutes et les autres femmes écoutent la bracha et répondent Amen. Donc ça c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 263, Seif 8, écoute Yosef, Siman 16. Pour les Ashkenaz, non, chaque femme fera sa propre bracha sur ses propres bougies, comme c'est écrit dans le Ramos, Siman 263, Seif 8 et l'Admor Zaken, Seif 10. Des hommes qui sont invités ensemble, ou qui mangent ensemble, comme je t'ai dit, un homme qui est invité tout seul, des soldats à l'armée, Tzahal, des Bachorim à la Yeshiva, dans l'endroit où ils mangent, comme je t'ai dit, on a l'habitude qu'une personne allume les bougies. S'ils sont invités dans une famille, la maîtresse de maison allume les bougies, et donc ils n'ont pas besoin d'allumer. Et dans le cas où c'est plusieurs personnes ensemble, une des personnes doit allumer les bougies pour tous, comme ça c'est écrit dans l'Exot HaShulchan, Siman 74. Si maintenant, l'endroit où ils dorment, c'est un endroit qui est obscur, il n'y a pas de lumière électrique, l'invité ou un du groupe va allumer là-bas les bougies de Shabbat, et dans ce cas-là, il faudra s'assurer que les bougies vont brûler assez de temps quand on revient après le repas pour dormir là-bas. Les bougies sont encore allumées, comme c'est écrit dans Mishnah Berurah, Siman 263. Avec ça, chers amis, on a fini le résumé du résumé. On a à peine touché les quelques sujets importants sur les bougies de Shabbat. Le cours sera repris sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. On peut revoir le cours merveilleux d'hier soir de GLI, le premier cours de la série de 6 sur les cadeaux du judaïsme. Les cadeaux du judaïsme à l'humanité. On a parlé sur la tzedaka très très riche, ainsi que le cours de la Gemara dans la paracha. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine, le cours en replay sur eTorah.